Monsieur Kebzabo, bonjour. Bonjour. Une fois de plus, et comme à l'accoutumée, nous vous remercions puisque à chaque fois que vous êtes de passage à Paris, on a l'opportunité de vous aborder sur les questions du pays. Comment se porte l'opposition tchadienne? Je voudrais d'abord vous remercier de me recevoir, de me donner l'opportunité d'échanger avec vous, donc avec les Tchadiens, pour apporter, si c'est possible, une petite lumière sur les problèmes que nous vivons. Évidemment, les événements selon ma vision telle que je les perçois. Pour ce qui concerne l'opposition, il est évident que à la date d'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous pouvons dire que l'opposition va très mal. On a vu des signes précepteurs depuis quelques semaines déjà. Ça a été crescendo, ça s'est amplifié et ça a donné les résultats que nous avons vus hier. Vous n'êtes pas pour quelque chose? Non, absolument pas. Là, il s'agit malheureusement pour nous d'une question de ventre tout simplement. C'est-à-dire? Il fallait être au CNDP. Toute la crise que nous vivons depuis quelques semaines, c'est le problème du CNDP. C'est quoi exactement le problème du CNDP? Mais le problème du CNDP, il est à plusieurs dimensions. La dimension politique, c'est que après l'accord de 2007, l'accord politique qui a pris fin en 2011, après les législatives, Déby a mis sur pied un nouvel instrument qui est donc le CNDP, dont on pensait, et dont on pense d'ailleurs que tout logiquement c'est la continuité dans l'esprit du dialogue, donc de l'accord politique. Il fallait donc un instrument qui remplace le comité de suivi pour assurer la coordination et avancer dans le dialogue. C'est une sorte de dialogue permanent. Mais malheureusement, on l'a vu dans les textes déjà fondateurs de l'époque, jusqu'à maintenant, le CNDP n'avait absolument aucun pouvoir dans le domaine politique pour engager un dialogue quelconque. C'est pour cela que l'actuel CNDP, qui existe depuis un peu plus d'un an, même le précédent, n'a participé à aucune activité essentiellement politique. Concrètement, qu'est-ce qu'on en tire de ce CNDP-là qui puisse permettre de voir ce qu'a écœuré pratiquement tous nos compatriotes, cette espèce de pugilat entre opposants, etc. Qu'est-ce qu'on en tire? Ce qu'on en tire, ce que j'étais en train d'expliquer, on en tire ce qu'on a semé. C'est-à-dire? À savoir un organe censé faire du dialogue politique et qui n'en fait pas. Qu'on utilise à des fins bien précises, à des fins surtout électorales. Dans l'ancien CNDP qui a mené aux élections présidentielles dernières, certaines questions ont été tranchées au niveau du CNDP, pas de kit, pas de ceci, pas de cela, c'est le CNDP. Quand on a besoin comme ça, c'est lui qui va trancher. Dans l'actuel CNDP, c'est exactement la même chose. Toujours pas de kit, un code électoral qui a été adopté mais qui n'a pas été suivi par le gouvernement, la charte des partis politiques. Le CNDP n'a pas pesé de son poids pour imposer au gouvernement des textes qui ont été adoptés de façon consensuelle, comme c'était le cas à l'époque du comité de suivi. Donc, un CNDP vidé de sa substance politique, qui devient juste un instrument entre les mains du pouvoir pour faire passer ses propres messages et ses propres décisions et pour semer la zizanie dans l'opposition et opposer l'opposition. C'est aussi simple et facile de dire toujours le pouvoir, d'accuser le pouvoir, de semer la zizanie, alors qu'on perçoit aussi que du côté de l'opposition, il y a une entité. Cette entité-là ne peut pas se poser comme un socle. On y va ou on n'y va pas, mais on y va à des conditions bien précises, en intégrant des partenaires qui puissent suivre cela. Il n'y a pas d'entité de l'opposition, justement. J'étais en train de venir progressivement à la fin de cette explication-là pour dire qu'au final, il ne faut pas présenter l'opposition comme un bloc monolithique dans son ensemble et à l'intérieur du CNDP. Quand j'ai dit qu'on fait tout pour diviser l'opposition, c'est parce que il faut se rendre à l'évidence. Être dans l'opposition ne pose absolument aucun problème.
vous créez votre parti, vous allez vous inscrire chez le gouverneur, dire comment je suis de l'opposition. Voilà comment on s'est retrouvé avec plein de tops dans l'opposition. Des partis de l'opposition qui n'en sont pas. Il n'y a absolument rien qui sanctionne quoi que ce soit. Et du point de vue maintenant éthique... Il n'est pas possible de faire un balai. Du point de vue éthique, il n'y a pas d'idéologie. Aujourd'hui, dans l'opposition, pour dire qu'on est de l'opposition... On ne peut pas dépoussiérer cela. Mais pour dépoussiérer cela, il faut en avoir les capacités, le pouvoir. Il n'y a que le président Déby qui a ces capacités-là. On va dépoussiérer de quelle façon? On a essayé de le faire, nous, au niveau de l'opposition, mais on n'a pas pu. Quand quelqu'un s'assied fortement et lourdement devant vous en se réclamant de couvrir l'opposition, alors que vous savez très bien que c'est une top du pouvoir, comme certains partis qui ont été décrits au sein du CNDP, et qui vont être maintenus, et qui le sont dans le nouveau décret. Vous avez 3, 4, 5 partis politiques dont on sait que les leaders sont au service du pouvoir, mais c'est Déby qui signe le décret. Et vous avez vu dans la phase actuelle comment ça a pris fin. Comme la situation était bloquée, il les a reçus, paraît-il, je crois avant-hier. Il les a reçus, il a reçu l'opposition, ce qui est une erreur. L'opposition ne devait pas accepter que Déby se mêle de leurs problèmes. Il fallait que, si ça doit durer, ça n'a qu'à durer, la bagarre devait continuer. Mais Déby est intervenu, ils l'ont accepté. Et c'est là où il y avait une première erreur, à mon avis. Quand vous dénoncez les jeux politiques, parce qu'après tout, c'est cela du pouvoir d'Idriss Déby ou d'Idriss Déby lui-même, vous mettez à contribution qui? Parce que, si je pense bien, et je parle sous votre contrôle, quand on va aux élections, les élections se font d'abord au Tchad, c'est vrai, mais il y a des partenaires qui accompagnent. La sonnette d'alarme n'est pas tirée, ces partenaires-là ne le savent pas. Non, au niveau que je suis en train de vous décrire, bien sûr que les partenaires savent, mais ils ne peuvent pas intervenir. Ça, c'est le jeu interne tchadien dans lequel un étranger, entre guillemets, ne peut pas intervenir. Maintenant, les conséquences de tout cela, c'est là où il faut se placer maintenant pour comprendre que tout cela aboutit à la mise sur pied d'une machine qui, au plan électoral, va rouler pour le pouvoir. Non, mais l'étranger ne peut pas intervenir. L'étranger, il vient, il donne son argent, il aide. Je dis à ce niveau-là. Oui. À ce niveau-là, il ne peut pas intervenir. Oui, mais à partir du moment où il amène de l'argent, à ce niveau, il peut le conditionner. À ce niveau, il ne peut pas intervenir. Pourquoi? Parce que là, c'est des questions internes. De souveraineté. Pas de souveraineté, de consommation politique interne. La souveraineté, on en parlera plus tard. Mais à ce niveau-là, ce sont des mécanismes que vous mettez en place. L'étranger ou le bailleur de fonds ne va pas intervenir lorsque, par exemple, nous décrions le décret qui a désigné les membres de la CENI. À l'heure où je vous parle, c'est toujours dans l'esprit de ce décret-là, dans l'esprit de cette pratique que nous venons au CNDP. Les 3, 4, 5 qui ont été décriés, qui ne sont pas éligibles de par la loi à la CENI, sont maintenus à ce jour. Or, c'est une des conditionnalités entre nous. Les partis politiques de l'opposition ont exigé que ce décret soit revu et que ceux qui ne sont pas éligibles, je ne dis pas de l'opposition, ceux qui ne sont pas éligibles doivent en sortir. Ça a été promis plusieurs fois depuis plusieurs mois. Ça n'a pas été fait. Et dans cette phase-ci aussi, on l'a promis, on va le voir. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans ce jeu qui est un jeu interne, le partenaire n'a pas encore sa place. Le partenaire viendra à une autre étape. Lorsqu'on va maintenant véritablement mettre en place la machine électorale, ce qui semble être le cas maintenant, puisque le CNDP est mis en place, à ce moment-là, quand vous allez vous asseoir, le partenaire va vous dire, mais messieurs, nous avons des conditionnalités. Et ils en ont pour la transparence électorale. Très bien. Ils ne s'en cachent d'ailleurs pas. Et moi aussi, je ne m'en cache pas. Lorsque vous me voyez à Paris, hier à Berlin, demain à Bruxelles, ainsi de suite, je vais faire un peu de démarchage auprès de nos partenaires pour leur dire attention. Les élections qui viennent ont une face visible, une face invisible. La face invisible, la voilà. Je décris ce qui est en train de se passer pour nous amener à des fraudes électorales. 2016, bien évidemment, vous me tirez ça de la langue. 2016 a été une expérience fort malheureuse pour vous d'abord en tant que candidat, parce que quelque part tout ce qui s'est passé, les Tchadiens l'ont vu. Est-ce que vous en tirez, vous et vos camarades, une expérience de ce qui s'est passé en 2016, cet hold-up électoral? Bien, je voulais décrire le mécanisme né de 2016 pour que nos amis tchadiens et étrangers qui nous suivent
C'est eux qui vous suivent. comprennent ce qui est en train de se passer. Suite à 2016, qui était un coup d'État électoral, Déby et les siens avaient en réalité, au départ, pensé que immédiatement après la présidentielle, on irait aux législatives. Mal leur en a pris, ils ont compris que ce n'était pas possible parce qu'ils ont perdu. Ils allaient perdre une deuxième fois. Voilà pourquoi ça a traîné jusqu'à aujourd'hui. Les législatives n'ont pas lieu. Parce que ça leur donne le temps de reprendre la situation en main après ce coup d'État électoral. Il faut maintenant préparer les législatives avec beaucoup plus de soin parce que c'est un peu plus compliqué. Voilà pourquoi ils ont refusé le dialogue que nous avons proposé. Ils ont fait un forum. Voilà pourquoi le forum que nous avons boycotté, avec raison, on le voit aujourd'hui, a accouché d'un certain nombre de mécanismes qui mettent en place la machine de fraude. La suppression du poste de Premier ministre, la suppression des institutions judiciaires, et ainsi de suite. Résultant de tout cela, le découpage administratif à dessein, où le nombre de départements au nord, entre guillemets, est beaucoup plus important qu'au sud, parce que la circonscription électorale est le département, qui aura une affectation automatique de 1 ou 2 députés, et ainsi de suite. Donc tout ce que nous sommes en train de vivre résulte de ce forum, qui a donc conçu et mis sur pied une machine de fraude électorale. La Cour suprême, dirigée par qui vous savez, va être l'organe de gestion du contentieux électoral. Qu'est-ce que vous en attendez? Les médias publics sont au service exclusif du pouvoir. Nous en sommes exclus. On peut même faire tout ce qu'on veut. Ils sont libres de ne pas en rendre compte. Ou même s'ils en rendent compte, c'est en survolant les choses. L'administration territoriale, tous ces généraux qui sont des gouverneurs ou des préfets, ils n'y sont pas pour rien. La chefferie traditionnelle, qui a connu un nouveau statut avec la mise sur la création d'un haut conseil des collectivités territoriales et des chefferies traditionnelles, avec un bureau qui gagne plus que les ministres, avec tous les chefs traditionnels dont le niveau a été rehaussé, ils gagnent aujourd'hui beaucoup d'argent avec leurs gommiers et tout. Tout ça, ça fait partie de cette machine qui va être installée et qui l'est déjà pour rouler pour le pouvoir. Donc, à tous les niveaux de l'État, vous prenez l'administration centrale. Vous voulez dire, non, c'est ce que vous dites est lourd de conséquences. Oui. Vous voulez dire que tous les chefs de canton nommés par décret, ces nominations-là ont été faites sur la conditionnalité de pouvoir voter MPS. La conditionnalité n'est pas écrite, mais elle est latente. On le sait très bien. Quand vous voyez leur comportement aujourd'hui, quelqu'un qui gagne, je ne sais pas, 60 ou 70 000 francs ou 100 000 francs, se retrouve du jour au lendemain avec 250 000 francs, avec des gommiers et autres et des prérogatives beaucoup plus grandes. Il le doit bien à quelqu'un. Même si on ne lui dit pas de façon ouverte, voilà ce qui va se passer, il sait très bien que qui l'a fait roi et qui lui donne ces conditions matérielles là, dans lesquelles aujourd'hui les chefs de canton se trouvent et qui sont des conditions qui sont très bonnes. Hors contexte, une parenthèse. Est-ce que par rapport à la situation du pays, puisque on dénombre assez souvent autant de précarité, manque de soins, les hôpitaux, les médecins, etc., le problème d'abord de survie pour certains Tchadiens, comme d'ailleurs Idriss Déby le dit lui-même, il se bat pour que le Tchadien ne puisse avoir un repas, alors que les 3 repas par jour, etc. J'ai dit, hein, c'est juste une parenthèse, avec ce que vous exposez aujourd'hui et l'argent investi, l'argent du Tchad investi. Est-ce que cela ne fait pas un manque à gagner aux Tchadiens? Bien entendu. Mais là n'est pas le problème de Déby. Là aussi, il faut qu'on se comprenne très bien. Le problème de Déby, c'est de rester au pouvoir. Quels qu'en soient les résultats, quelles qu'en soient les conséquences. Que les Tchadiens vivent mal, qu'ils meurent de faim, qu'ils aient des problèmes de santé, d'éducation, tout ce qui est en train de se délabrer, Déby s'en fout. C'est lui qui les a amenés à cette situation. Son problème, c'est ça. C'est lui qui a conduit le Tchad à la situation actuelle. Quand je dis que le Tchad est dans un trou, dans un gouffre, comment il va en sortir? C'est ça la réalité. Et c'est Déby qui l'a fait. De façon consciente ou pas, c'est lui qui est le responsable de la situation actuelle du Tchad. Personne ne peut en douter, et lui-même ne peut pas en douter. La dilapidation des données publiques et tous les problèmes
conséquents que vous avez évoqués, sur lesquels on n'a pas besoin de revenir. C'est ce que tous les Tchadiens le savent. C'est lui le responsable. Quand vous posez la question aux tenants du pouvoir, certains lui donnent des circonstances atténuantes. On dit que c'est son entourage, que ceux qui l'entourent le conseillent mal et que lui-même, au fond, l'homme, quand on le rencontre, vous avez eu à le rencontrer, d'ailleurs on va arriver là-dessus, cet homme est différent. Mais c'est la dictature. Pour qui connaît le fonctionnement d'une dictature, ce n'est pas surprenant. Le dictateur est toujours le meilleur. C'est l'envoyé de Dieu. Au début même, c'est le demi-dieu. C'est son entourage qui est mauvais. C'est surtout ce qui est autour de lui qui est mauvais. Non, il faut être sérieux. Ou vous êtes chef de l'État, président de la République. Vous avez une vision pour votre pays et vous l'imposez. Vous l'imposez par votre charisme, par votre conviction, par votre force de conviction qui entraîne les autres dans cette vision. Ou vous ne l'êtes pas, vous êtes quelqu'un d'incertain, c'est le dernier venu devant vous qui a raison. Dans ces conditions-là, vous n'êtes pas fait pour être chef d'État. Vous voulez dire que Idriss Déby, qui a gouverné le Tchad presque 30 ans, n'a pas de charisme? Non, le charisme, peut-être pas ça, c'est pas ça le mot. Je dis qu'il n'a pas de vision. Il n'a pas de vision pour notre pays et il n'a pas la capacité de prendre des décisions qui aillent dans le sens de cette vision et ne pas réformer tous les jours. Une vision, c'est une ligne directrice à moyen et long terme. Donc, pour réaliser un certain nombre de choses. Non, il n'est pas un homme d'État. Ça, je le dis de façon la plus ferme qui soit. Déby n'est pas un homme d'État. Quand vous voyez les nominations à l'appel des directeurs généraux, des sous-préfets, des préfets, ainsi de suite, quand vous voyez même à quel rythme on remanie le gouvernement, c'est quelqu'un qui n'a pas de notion d'État. Quand on a une notion d'État, on a une certaine stabilité dans son esprit et une stabilité dans la gestion, dans le choix des hommes pour les amener auprès de vous à exécuter votre vision politique. De ce point de vue, il n'est pas un homme d'État. Avant d'arriver à la tournée que vous êtes en train de faire, je voudrais prendre au rebond d'ailleurs la question que nos amis de France 24 vous ont posée. Certains Tchadiens, pour ne pas dire l'ensemble, posent en vous cette étiquette. Le jour où vous avez ce discours-là, ferme, direct, acerbe, envers Déby, le soir, vous le rencontrez. J'ai dit de façon lapidaire comme ça sur France 24 que tout ça aussi sont les conséquences de la dictature. C'est ça le système de la dictature où le chef est toujours protégé, c'est les autres qui sont mauvais. Le chef est toujours bon, les autres sont mauvais. Les autres, tout à l'heure on a parlé de l'entourage, maintenant on peut parler aussi de l'opposition. L'opposition est mauvaise, les hommes de l'opposition c'est des faux types, ils font ça le jour, ils font ça la nuit, mais pour ce qui me concerne, et je pense même que c'est pour ce qui concerne beaucoup d'entre nous, c'est de la calomnie. Lorsque j'ai rencontré Déby, je crois que c'était l'année dernière, en mai de l'année dernière, ça a fait tellement de boucans, je n'ai pas compris pourquoi. J'aurais pu le rencontrer en cachette, si je l'ai rencontré en cachette. Pourquoi est-ce que j'ai communiqué là-dessus? J'ai communiqué quand je l'ai rencontré. Et j'ai dit, et personne ne peut me le démentir, que ça faisait 6 ou 7 ans que je n'ai pas rencontré Déby. Cela peut ressortir de l'arithmétique politique. C'est-à-dire que vous le rencontrez le soir, mais vous voulez noyer la chose, donc vous communiquez là-dessus pour le rencontrer. Non. Ça peut être interprété aussi comme ça, monsieur. Non, il faut être sérieux. Je pense que vraiment, sur ce plan-là, on n'est pas toujours sérieux. Il y a eu peut-être une période où il a joué comme ça avec des gens. C'est possible au début de son régime, mais on a dépassé ce niveau-là. Moi, personnellement, j'ai dépassé le niveau où je vais rencontrer Déby en cachette. Pourquoi je vais le rencontrer en cachette? Je suis président d'un parti politique, j'ai été chef de l'opposition, je le rencontre à ce titre-là et donc je communique. Non, mais il n'y a pas de pourquoi. Je n'ai pas à le rencontrer en cachette. Les Tchadiens, pourquoi j'insiste là-dessus, devant les caméras de Tchad Anthropus, parce qu'on dit qu'Idriss Déby est gracieux. Et quand il rencontre, il donne de l'argent. C'est dans la mentalité du Tchadien d'aujourd'hui. Parce que dans la mentalité du Tchadien, le chef est toujours généreux. Il a devant lui les caisses, donc forcément, il distribue. Mais je mets au défi... De l'argent qui ne l'appartient pas d'ailleurs. Bien entendu. On est plus généreux comme ça.
Et je mets au défi quiconque de me dire que je suis sorti avec de l'argent à la présidente de la République. Ils ont écrit, ils ont dit beaucoup de choses. Oui, on a ouvert mal l'arrière, derrière, on a mis l'argent dedans. Non, tout ça, c'est de la fumisterie. Quand vous le rencontrez seul, avec vos collaborateurs, ça se passe comment? Mais la première fois, l'année dernière, je l'ai rencontré seul, parce que c'était la première fois qu'on se voyait, et donc on n'avait pas un scénario mis au point, mais il avait son cabinet avec lui. La deuxième fois, puisqu'il a convenu qu'on devait maintenant se retrouver régulièrement, j'ai demandé à le rencontrer avec nos camarades de chefs de parti. J'y étais avec 3 autres chefs de parti. On a discuté pendant presque 2 heures avec lui, et il n'y a plus eu de 3e fois. C'est à partir de là que la rupture s'est faite à partir du moment où vous le rencontrez toujours en présence de personnes connues. Oui. Qu'est-ce qui fait que, pourquoi ceux qui sont avec vous, vos camarades qui vous accompagnent, ne puissent pas dénoncer quand il y a des calomnies comme ça? Non, ce n'est pas eux qui sont mis en cause. La calomnie... ils sont témoins. Ils vous ont accompagné, ils ont discuté. Quand vous discutiez avec Déby, ils étaient là. Oui. Mais on a discuté ensemble. Voilà, très bien. Mais qu'est-ce qui fait que quand vous êtes visé, vos camarades, au moins, ne puissent pas monter au créneau et dire, mais monsieur, ce que vous dites quand même par conférence de presse, est complètement faux. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Puisque là, en l'occurrence, pour cette rencontre avec les chefs de parti, il y a eu un communiqué de presse qui a été fait, qui a décrit ce qui s'est passé. Oui, mais sur ce cas précis, vous savez très bien, comme vous et moi, l'adage dit qu'il ne dit rien consent. On entretient la calomnie, mais il y a un silence total sur la chose. Mais non, la calomnie est née de la première rencontre. Ok. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas encore de philosophie, je n'avais pas vu encore comment ça marcherait. Quand j'ai compris, donc je sais comment ça va marcher. Mais c'est le fait de l'avoir rencontré seul qui a donc donné lieu à toute cette calomnie. D'accord. Qui puis-je et qu'est-ce que les autres peuvent dire contre? Si ce n'est que ma parole contre celle des autres. Et évidemment, Déby, quand il apprend ça comme ça, il en est content, il s'en réjouit de ce que cette rencontre qui était claire, frontale, où on s'est dit un certain nombre de vérités. Je lui ai posé des problèmes du pays et non pas des problèmes personnels, ni des problèmes de mon pays, de mon parti. On clôt ces dossiers très clairement. J'espère, vraiment définitivement. Non, de façon claire, absolument. J'aimerais revenir à vous, vous, la personne que vous représentez, et l'UNDR, ce parti aussi que vous dirigez. L'antipathie qui ressort. Kebzabo, non, Kebzabo, c'est pas sérieux. Qu'est-ce qui fait ça? Ça, je parle même au sein de l'opposition. Là, je pense que c'est à ceux-là qu'il faut poser la question, pas à moi. Moi, tout ce que je sais, comme tous les autres, je suis leader d'un parti politique. Mais lorsque vous êtes un certain nombre comme ça à cheminer ensemble, et vous-même vous le savez, même au sein de l'opposition dite armée, c'est toujours la même problématique. Il n'y a pas d'unanimisme, malheureusement. Et nous n'oubliez pas, dans un contexte dictatorial qui crée un fonctionnement politique personnel et collectif bien déterminé. Et donc dans lequel une certaine concurrence, qui est une fausse concurrence en réalité, existe. Ah. Et où l'inimitié aussi existe. La jalousie existe. Donc tout cela fait que, Kebzabo, président du plus grand parti de l'opposition, de par le nombre de députés, de par son implantation, et ainsi de suite, ça crée des jalousies. Et c'est humain, je l'accepte. Kebzabo, pourvu que ce soit tout simplement une émulation politique. Moi, je l'accepte. Kebzabo, président d'un grand parti politique de l'opposition, Kebzabo, chef de parti, député à l'Assemblée, chef de file de l'opposition, vous ne l'êtes plus. Oui. Pourquoi? Parce que Déby n'en voulait pas. C'est là où justement vous pouvez interpeller... Et pourquoi il n'en veut pas? C'est là où vous pouvez interpeller justement mes détracteurs. Comment se fait-il que ce Kebzabo-là que vous avez décrié il y a quelques mois ou il y a 1 an, aujourd'hui se retrouve face à Déby esselé sans que vous interveniez pour dire quoi que ce soit dans le débat? Vous l'avez vu comment il a été malmené, du jour au lendemain, on ne veut plus de lui, il n'est plus chef de file d'opposition. Ça, c'est la volonté de Déby. S'il ne veut plus de moi, il sait pourquoi il ne veut pas de moi. Regardez ce qui se passe depuis
avril qu'il m'a enlevé jusqu'à aujourd'hui, l'opposition n'est pas en très bonne santé. Pourquoi ça, on le verra plus tard. Mais certains disent que l'opposition, d'ailleurs, a commencé à être cet effritement qu'on observe, est dû au fait que l'opposition, dans sa globalité, que ce soit vous, que ce soit Labo, que ce soit les autres, ont eu une posture, une position par rapport au bombardement de l'armée française sur les colonnes de l'UFR qui étaient rentrées. Le fait que vous ayez à dénoncer cela n'a pas plu d'abord à Déby, puisqu'il a fait une sortie pour parler de la 5e colonne qui est parmi nous, blablabla, et etc. Et depuis ce temps, on a remarqué qu'on tape sur l'opposition à travers une espèce de chien-lit, et on a lâché les hyènes comme les Zimbada et les autres, et depuis ce temps-là, on remarque que l'opposition s'effrite. Vous voyez bien que vous m'aidez à expliquer ce que je voulais dire. En réalité, et je voudrais qu'on me comprenne très bien, Déby voudrait d'une opposition convenue. C'est-à-dire? Le mot a son sens en français. Oui, mais en français facile pour nos compatriotes. Une opposition convenue, c'est une opposition qui est encadrée. Une opposition qui ne dépasse pas certaines limites. Une opposition qui reste dans le cadre où vraiment elle peut se manifester de temps en temps, mais qu'elle ne s'oppose pas de façon frontale et systématique au pouvoir. Vous me rendrez au moins grâce de ce que, depuis que j'ai dirigé l'opposition, donc depuis 2011, et même avant cela, j'ai toujours été quelqu'un d'unitaire. J'ai toujours prôné une opposition unie, dans une unité d'action évidente quand on va aux élections. Depuis 20 ans, je suis constant là-dessus. N'oubliez pas que... on va revenir en 20 ans, vous l'avez n'oubliez pas que okay. après ce qu'on appelle publiquement la disparition d'Ibni Oumar Saleh, à la tête de la CPDC, c'est moi qui ai dirigé la CPDC pendant plus de 5 ans. C'est moi qui ai souhaité en partir pour que la roue tourne. Et on peut faire le bilan de la CPDC. Puis, après la présidentielle, avec des amis que nous connaissons tous, Alabo et autres, nous avons créé le FONAC. Toujours dans le sens de l'unité de l'opposition, avec plus de 20 partis politiques. Puis il y a eu l'effritement que vous savez du FONAC qui se retrouve aujourd'hui avec 12 ou 13 partis politiques, toujours parce que le pouvoir ne veut pas d'une opposition forte. J'ai donc, moi, de mon point de vue, je le dis, je le maintiens et je le dirai toujours, j'ai toujours œuvré dans le sens de l'unité de l'opposition. Division aujourd'hui, M. Kebzabo, vous et vos camarades, vous le savez, à chaque fois que vous parlez, il y a eu CPDC, FONAC, CPDC existe toujours, le FONAC qui rentre dans ses rails, et certains sortent, d'autres rentrent, etc. Est-ce que, même vis-à-vis des Tchadiens, la population lambda, celle qui demain prend son bulletin de vote et va le déposer dans les urnes, est-ce qu'il y a une optique de sérieux? Si. Quand on fait des va-et-vient, etc. Si. Mais la vie politique, c'est ça. La vie politique est faite de très sérieux, de sérieux et de pas sérieux. Dans la mesure où, dans un pays comme le nôtre, l'option idéologique, il n'y en a plus. On ne crée pas des partis politiques parce qu'on est de gauche, du centre, de la droite, de l'extrême droite. Il n'y a plus d'idéologie. L'idéologie aujourd'hui, elle est ventrale. Lorsque vous avez 5 millions à la clé chaque année, excusez-moi, c'est quand même une tentation. Ça vous fait environ 400 000 francs par mois, ce qui est le salaire d'un très grand cadre dans notre pays. Voilà une des raisons pour lesquelles il y a plein de partis politiques qui s'en créent encore aujourd'hui. Et donc à partir de ce moment-là, puisque vous n'avez pas une vision politique en réalité, vous êtes là uniquement mu par cet appât du gain immédiat. Ajoutez à cela les autres prébendes qui peuvent vous tomber dessus selon les circonstances. On a besoin de vous au CNDP ou ailleurs pour faire ci ou cela, contrecarrer les Kebzabo, les Alabo et autres. On vous donne encore un petit bonus. Voilà malheureusement ce que c'est qu'une face cachée de notre opposition. Voilà une des raisons pour lesquelles il serait vain de parler d'une opposition unie. Voilà les faits que nous vivons. Voilà pourquoi les Kebzabo et autres vont toujours être décriés
Parce que les décrier permet à certains d'exister, d'en retirer quelque chose. Moi, je ne vais pas citer certains partis politiques que nous connaissons parfaitement, les hommes politiques que nous connaissons bien, qui, il y a quelques années encore, se sont fait un nom par mon nom. Taper sur Kebzabo, taper sur la CPDC, uniquement, sans raison. Non, les gens ne comprennent pas, mais pourquoi? Mais oui, ça leur permet d'exister, comme vous dites, et c'est ça le mot. Mais voilà donc une des faces de notre opposition. On a déplumé un certain nombre de considérations pour dire donc que dans tout ça, le jeu que Déby fait avec ses gardes-chiournes et autres du pouvoir consiste à cadrer, à encadrer, à enfermer cette opposition-là pour qu'elle ne sorte pas. Lorsqu'il y a eu l'intervention militaire française, moi j'ai crié. J'ai dit non, c'est inadmissible. Parce que quelqu'un de ma génération sait très bien que ça fait 50 ans qu'on a connu la première intervention militaire française au Tchad. 50 ans après, le pouvoir qui est en place doit encore appeler la France au secours, mais c'est une honte pour le Tchad. Quand le président Déby dit que ce n'est pas une honte que d'appeler un ami au secours, je dis, quand on dirige un pays, ce n'est plus de l'amitié, ce sont les intérêts. L'intérêt du Tchad, c'est d'avoir un président fort, pour un pays fort, avec une politique et des options fortes, pour une indépendance totale. Vous maintenez aujourd'hui et vous condamnez encore comme le premier Plus que jamais, je condamne l'intervention militaire française au Tchad. Elle est condamnable. Sur le plan humain, je n'ai toujours pas le bilan. Combien de Tchadiens sont morts sous les bombes françaises? Je ne le sais pas. Le pouvoir lui-même, il n'a pas communiqué là-dessus. Il y a quand même, on nous a parlé d'une quarantaine de véhicules, même si on part du principe que c'est de 10 à 15 personnes par véhicule, et qu'on a mis 4 jours pour en finir avec ces colonnes, faux. Sur le plan militaire, c'est pas juste, c'est pas vrai. Nous savons maintenant qu'il y a eu un complot dans l'armée tchadienne, ou ce qu'il en est, et que les gens ont refusé de se battre contre les troupes de l'UFR. Mais maintenant, combien d'hommes l'UFR a perdu? Il n'y a que l'UFR qui peut le dire. Je ne peux pas me taire de cette façon-là quand des Tchadiens meurent. Je n'ai pas... Et par ailleurs, c'est là le dilemme justement dans lequel nous vivons. Je n'ai pas applaudi parce que l'UFR venait prendre le pouvoir au Tchad. C'est une autre incertitude pour nous qui sommes à l'intérieur du pays. L'un dans l'autre, je suis, en tant que leader politique, dans la situation de dénoncer une intervention militaire française au Tchad en 2020 ou faire une transition simple. Vous n'avez jamais accepté la prise de pouvoir par les armes. On vous l'a entendu dire N fois. Vous voyez bien que sur le jeu politique à l'intérieur, le pouvoir lui-même ferme les portes quand il s'agit d'un vrai dialogue. Est-ce que aujourd'hui vous dites à vos frères et compatriotes qui disent mais merde alors, si c'est comme ça, je vais prendre les armes. Vous condamnez cela? Non, je ne condamne pas. Chacun a son choix pour son pays. Chacun a sa vision de venir prendre le pouvoir. Je ne peux pas le condamner. Mais je dis que je ne suis pas pour. Tout simplement. Je suis un démocrate. J'ai opté pour la démocratie. C'est pour cela que j'ai créé un parti politique avec des amis. Nous avons créé l'UNDR en 1992 pour conquérir le pouvoir de façon démocratique. Et moi, Kebzabo, qui suis devant vous aujourd'hui, je le dis de la façon la plus solennelle qui soit, je ne suis pas en train de chercher le pouvoir pour moi, Kebzabo, et en jouir. Je recherche le pouvoir pour le bien de notre pays. Et c'est donc un combat qui peut durer. Il peut durer, et je l'ai dit au début du parti, quand je faisais mes tournées, je disais aux gens, mais attention, on est là pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans. On me dit, non, comment on n'est pas là pour 20 ans? Ça fait déjà 20 ans. Donc on est en train de se battre sur ce terrain-là. Mais c'est formateur. C'est bon pour le pays. Qu'il y ait des démocrates qui se battent pendant longtemps. Et ça, c'est pour le peuple tchadien, c'est aussi une autre école de pensée politique qui nous permet de mieux comprendre la démocratie, de l'assimiler, de la gérer pour aller conquérir le pouvoir. Ça arrivera. Des gens moins âgés que moi sont aujourd'hui nombreux sur la scène politique. Des gens beaucoup plus âgés que moi, qui ont l'âge de mes enfants, sont entrés sur la scène politique. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est tout ça qui va créer un mouvement qui va faire que la prise du pouvoir démocratique, elle est irréversible au Tchad parce que Déby n'est pas éternel. Effectivement, Déby n'est pas éternel. Déby à lui, on lui reproche cette longévité d'assise au pouvoir.
Et pourtant, vous avez dit, l'UNDR a été créé en 1992, si j'ai bien compris. Vous en êtes président. 20 ans après, vous en êtes président. La relève est pourquoi? Il ne faut pas du tout aborder des problèmes sous un mauvais angle. Un parti politique n'est pas un État. Un parti politique est une structure faite, construite sur des bases libres et de démocratie, avec un certain nombre de gens qui dirigent cette structure et dont la durée de vie n'est pas calquée sur la vie d'un État. L'alternance qu'on demande à Déby ne s'impose pas aux partis politiques. Non, je ne pense pas. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Si vous le mettez au même niveau, mais dans ces cas-là aussi, vous pouvez demander doublement à Déby de partir. Parce que non seulement il dirige un État, mais il dirige un parti lui aussi. Et ça, on l'oublie souvent. Du point de vue de la légalité, le MPS est le premier parti qui a été reconnu. Et donc, depuis 1990, M. Déby est à la tête du MPS, président fondateur, avec tout ce de l'audateur que vous savez, c'est lui qui est le président du MPS. Absolument. D'ailleurs, à forte raison, c'est à lui qu'on demande l'alternance. Et quand on lui demande l'alternance, les partis politiques, comme vous, lui demandent aussi l'alternance. Oui. Et cette alternance-là n'est pas absolument jouable dans les partis politiques qu'il y a dans notre pays, y compris vous. Nous demandons une alternance à la tête de l'État, parce que ça c'est réglementé. Nous demandons une alternance pour l'assainissement de notre vie politique, parce que c'est une nécessité. Nous demandons une alternance pour éviter que la même personne s'éternise à la tête du pays avec de mauvaises habitudes, comme on le voit aujourd'hui, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Mais si les partis politiques, pour en parler, sont organisés sur des bases démocratiques, il ne s'agit pas là d'alternance. L'alternance suppose un changement et de politique et de programme. Quand je demande une alternance... Pas absolument. Pas absolument. Mais souvent, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'alternance peut avoir lieu dans le même parti. Dans le MPS, on peut trouver quelqu'un d'autre pour remplacer Déby, ainsi de suite. Mais maintenant, c'est une autre paire de manches. Mais à la tête d'un parti politique, il ne s'agit pas d'alternance. Il s'agit tout simplement d'une relève, d'une personnalité à une autre, qui peut arriver... soit enrichir. Bien, qui peut arriver soit à la suite d'une crise dans le parti. C'est ce que moi je souhaite toujours, un débat interne dans nos partis politiques. Comme nous en avons, nous, à l'UNDR, on a un débat qui peut arriver un jour à ce que le président soit isolé. Et il en tire les conséquences. Il ne s'agit pas d'alternance. Il s'agit peut-être de ce que certains peuvent appeler la rectification d'une ligne politique pour que le parti reprenne son envol et aille dans la bonne direction. Très bien. Mais je voudrais vous assurer d'une chose. Attention, on ne peut pas en parler sans que je vous dise que moi, j'ai souvent dit à mes camarades qu'il faudrait qu'on pense à la relève. Voilà pourquoi, depuis le congrès de Mundo en 2014, puis le dernier congrès de Mongo transféré à N'Djamena en 2019, cette question a fait l'objet d'un débat. On en a parlé. Les camarades ont pris bonne note qu'il faut que je dépose le tablier dans la démocratie au sein du parti et pour que notre machine revivifiée continue. Ils m'ont fixé un terme et un mandat que je suis en train de remplir actuellement, qui est certainement le dernier mandat. Voilà pourquoi, depuis une dizaine d'années, il y a un rajeunissement au sein de l'organe suprême de notre parti. Aujourd'hui, au bureau exécutif de l'UNDR, vous avez des jeunes qui sont nés en 76, en 77, en 79. C'est quand même quelque chose d'appréciable. Ce sont ces gens-là qui se préparent aujourd'hui à la relève. Encore que, comme je l'ai dit à mes camarades, moi, je n'ai pas le droit de préparer la relève en désignant quelqu'un ou en choisissant quelqu'un. Non, je n'ai pas à le faire. Un leader, il émerge naturellement, il s'impose naturellement. Et donc, nous espérons que dans les années qui viennent, pas trop, évidemment, puisque vous avez quand même des échéances qui arrivent, les législatives l'année prochaine, la présidentielle, dont on pense qu'elle est lointaine, là, c'est en 2021, donc dans moins de 2 ans. Tout cela va nous amener, je pense, je l'espère en tout cas, que nous prenions le pouvoir ou pas de façon démocratique. Je pense qu'à l'UNDR, nous sommes assez mûrs aujourd'hui pour changer de direction. Dans le sillage de l'opposition tchadienne, émerge un jeune, Succès Vassra, parti politique, légalisé, pas légalisé,
ces derniers temps, il est au devant de l'actualité. Le pouvoir en met des barrières, des intercalaires pour que cela n'évolue pas. Mais du côté de l'opposition, personne n'a pipé mot. On vous a en face de nous. On aimerait avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce qu'il enrichit l'opposition? Ou comment vous voyez l'arrivée de ce jeune qui est en train de bousculer pour se faire de la place? Je voudrais d'abord m'inscrire en faux contre ce que vous dites. Quand vous dites que l'opposition n'a pas pipé mot, c'est faux pour ce qui me concerne. D'accord. Chaque fois que Masra a eu des problèmes, ou le parti a sorti un communiqué, ou je l'ai appelé. Parce que lui et moi, on communique. Très bien. Cela étant, je voudrais aussi dire que voilà la preuve que la dictature est toujours en marche dans notre pays. Les propres lois promulguées par Déby ne sont pas respectées. Il ne fait que ce qui l'arrange. Le cas d'espèce donc de Masra, pour moi, ce n'est pas un parti légalisé, c'est un parti légal. Parce que la loi, elle est claire. Au bout d'un certain temps, si on ne vous donne pas le fameux quitus, vous êtes reconnu de fait. Donc toutes les gesticulations du pouvoir, elles sont pour moi peine perdue. Parce que les transformateurs existent dans les faits, en droit. Donc, et c'est pour ça qu'ils peuvent continuer à mener leurs activités politiques. Clairement, pour que nos compatriotes le comprennent, malgré les obstacles du pouvoir, les transformateurs du succès Masra est un parti politique légal. Bien sûr, pour moi, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Quand on remonte aux origines des partis politiques, vous savez que quelqu'un comme Gali a dû recourir à la justice. Yorongar, je ne suis pas sûr. Nous, notre parti a été reconnu à la limite, à la date de limite légale de 24 heures. Après cela, on entrait aussi en justice. Donc, le parti au pouvoir, le MPS, avec Déby, dans leurs mauvaises pratiques politiques, dans leur irrespect de la légalité, veulent fatiguer les transformateurs en les transportant par-ci par-là, mais c'est une erreur. Et d'ailleurs, je pense que Masra doit bien se frotter les mains parce qu'il en profite. Du point de vue médiatique, on lui fait une publicité vraiment gratuite. Mais tout cela vous montre que c'est la dictature. La dictature, c'est aussi ça. Mais malheureusement, la dictature tchadienne, elle n'est pas éclairée. Elle est aveugle. Et donc, ils font n'importe quoi. Ce qu'on fait subir aux transformateurs aujourd'hui n'est pas une bonne chose, n'est pas légal, n'est pas mérité. Maintenant, sur le plan politique, ce que vous avez demandé, auquel je n'ai pas répondu, je pense que l'arrivée de Masra et des transformateurs dans le paysage politique tchadien est une bonne chose. Ils viennent avec d'autres méthodes, ils viennent avec d'autres moyens se manifester sur le terrain politique où on était peut-être en train de ronronner. C'est une bonne chose, ça nous réveille nous aussi pour nous dire que bon, il y a une autre façon de faire la politique. Il faut changer de méthode, il faut changer de fusil d'épaule. Et c'est en ça que c'est enrichissant pour la vie politique tchadienne qu'un jeune vienne avec d'autres méthodes. Mais ce n'est pas le seul jeune qui a créé un parti politique. Il y a beaucoup d'autres jeunes qui peut-être, du point de vue médiatique de la communication, n'ont pas la même pratique. Mais il y a d'autres jeunes qui ont créé des partis politiques et qui existent aussi. Très bien, s'ils sont sérieux, très bien. Mais le pouvoir, la dictature est aveugle. Donc elle porte des ordres, des œillères. Et vous, quand vous prenez votre bâton de pèlerin, Paris, Berlin, Genève, Madrid, Bruxelles, qu'est-ce que vous dites? Bien, vous rappelez ma sortie contre Déby il n'y a pas très longtemps. Quand il a reçu l'opposition pour la deuxième fois, je crois, où il s'en est pris justement de façon voilée, mais tellement clair que les gens ont compris que c'est Masra et Kebzabo qui passent le temps tout se passe ici, dans les médias à l'étranger, ainsi de suite, et que lui, il est le garant de la souveraineté, de l'indépendance du pipeau. Je lui dis, vous, comme disent les Tchadiens, c'est du pipeau. Déby raconte des histoires. Il n'est pas plus nationaliste qu'un autre. Moi, je ne peux pas décerner des certificats de nationalité à un tel ou à un tel, ou récuser le nationalisme et le patriotisme d'un tel ou d'un tel. Non, on ne fait pas la politique comme ça, M. Déby. Et je lui ai dit qu'il faut qu'il fasse attention. Nous, on le respecte parce que c'est l'institution qu'on respecte. Et si lui-même occupe cette place qu'il ne respecte pas, comment peut-on le respecter?
Comment Déby peut-il se présenter aujourd'hui comme le garant de la souveraineté et de l'indépendance du Tchad? Ce que je voudrais dire, attirer votre attention, il l'a dit encore, avec la conviction qui est la sienne, oui, qu'il est le seul garant de ce pays-là. Et le jour où il penserait qu'un Tchadien pourrait faire ce qu'il fait, il partirait. Oh, on ne va pas revenir dessus. C'est un vieux débat. On est toujours dans la dictature. La dictature, c'est l'homme qui pense qu'il est indispensable, incontournable, envoyé par Dieu, et ainsi de suite. C'est ça le dictateur. Et voilà l'image du dictateur que vous êtes en train de donner encore, de Déby qui pense que sans lui, le Tchad coulerait, mais on peut lui rappeler... Est-ce que ce n'est pas une insulte envers... On peut lui rappeler très poliment qu'il oublie le pouvoir qu'il a renversé. Je voudrais simplement que vous répétiez. Est-ce que les Tchadiens ne le perçoivent pas comme une insulte? C'est une insulte. C'est un mépris pour les autres. Il croit qu'il est seul. C'est ça la dictature. Mais il oublie qu'il dit à certains, dans ces discussions, que ce qu'il a opposé à Déby, c'est le mépris. Que Déby lui avait, je ne sais plus à propos de quoi, lui avait dit de faire je ne sais plus très bien quoi, que c'était méprisant. Et c'est ça qui a été le déclencheur pour qu'il aille contre Déby, contre Hissène Habré, pardon. Voilà comment il justifiait comment il est entré en rébellion contre Hissène Habré. Alors que la réalité, tout le monde fait exactement la même chose. Donc ce que je voudrais dire, c'est que Déby n'est pas... Il est garant de la souveraineté et de l'indépendance de par la Constitution. Mais dans les faits, maintenant, comment ça se passe? Comment quelqu'un peut-il dire qu'il est champion de la souveraineté quand il est incapable de payer ses fonctionnaires à la fin de chaque mois, quand il y a des dettes excessives, quand il y a une mauvaise gouvernance, quand il faut qu'il appelle au secours pour être maintenu au pouvoir par les étrangers, que sont les Français ou les Soudanais, je ne sais pas, selon les cas. Quand même, on n'oublie pas l'intervention visible de 2006, de 2008 et maintenant de 2019. Non, ce n'est pas lui le champion de la souveraineté. Donc, dire que nous autres, c'est nous qui passons notre temps à vendre le Tchad à l'extérieur, ce n'est pas sérieux. Je pense qu'aucun Tchadien ne le croira. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que moi, je sais ce que je fais. Ce que je fais, dans la légalité la plus parfaite, c'est d'informer l'opinion internationale, d'informer les décideurs, d'informer les partenaires du Tchad qui dépensent des milliards pour maintenir le Tchad dans la situation où il est pour avancer. Vous indiquez qui? Les décideurs? Les décideurs étrangers. Décideurs de quoi? Mais les chefs d'État, les ministres, les institutions, très bien. On les rencontre. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BID et autres, on les rencontre. On leur dit, attention, le Tchad que vous voulez aider, ce n'est pas Déby, c'est le peuple tchadien. Mais voilà les résultats. Je vais vous donner l'exemple. La situation dans laquelle on s'est empêtré depuis quelques années, du fait, dit-on, de la baisse drastique du prix du pétrole, c'est le mot qu'on emploie, elle est complètement dépassée. Aujourd'hui, le Tchad a de l'argent. Le Tchad a encore beaucoup d'argent. Premièrement, la production pétrolière a presque doublé, en tout cas elle a augmenté. Elle a presque doublé. Elle est passée de 70-80 000 à 140 150 000 barils aujourd'hui jour. Le prix, vous parlez de production. La production. Donc, qui dit production dit revenu. Ok. Dit revenu avec aussi des revenus qui ont augmenté du fait que le prix du baril n'est plus autour de 30-35. Il a doublé. 60-70 $. Ça, on n'en parle pas. Le Tchad devrait retrouver sa stabilité financière. Ajouter à cela... Si simplement le problème du Tchad découlait de ce problème du pétrole. Entre autres. Ajouter à cela les aides massives que le Tchad reçoit, non pas, ça on le met de côté, des partenaires traditionnels classiques que sont les pays occidentaux et les grandes banques et autres institutions, mais de son choix vers le Moyen-Orient. Aujourd'hui, le Tchad est l'un des pays africains qui reçoit le plus d'aide de l'Arabie Saoudite, du Koweït, de Qatar, des Émiratis, et ainsi de suite. C'est des centaines de millions de dollars qui viennent au Tchad, mais par des portes que nous ne connaissons pas. Rien ou très peu passe à l'Assemblée nationale. Lorsque nous savons que beaucoup de chantiers sont à l'arrêt, beaucoup d'activités de l'État sont à l'arrêt, mais que quand même, malgré tout, on voit certaines éclaircies de temps en temps, comment ça se fait?
puisque le Tchad est géré comme une propriété personnelle, on ne sait donc pas par quels accords l'argent est entré, on ne sait pas par quels accords tel chantier a repris, on ne sait pas. Vous voyez, quand on parle d'une gestion privative d'un pays, c'est ce qui est en train de se faire au Tchad. Cet argent qui rentre est perçu sous quel registre? Dette? On ne le sait pas. Don? On ne le sait pas parfois. Parfois, on ne le sait pas. Parfois, vous avez des conventions qui viennent à... On n'a pas une lecture sur la dette extérieure du Elle est fausse. La spécialité de certains pays africains, vous avez connu le cas du Congo, c'est de camoufler les dettes. Et je crois que le Tchad est en train de camoufler les dettes. Et pour montrer ce qui est visible. Aujourd'hui, la coopération avec la Turquie, pour prendre cet exemple-là, va nous amener à ressurgir les vieux dossiers qui étaient dans les cartons. Exemple de l'aéroport de N'Djamena. Est-ce que vous pensez vraiment que le Tchad, aujourd'hui, tel qu'il est en train de se développer, même dans la vision 2030, le Tchad a besoin d'un nouvel aéroport qui va coûter dans les 650, c'était le chiffre d'il y a quelques années, milliards de francs CFA, alors que nous sommes un pays où il y a à peine 2 à 3 avions qui se posent par jour. Moi, je rappelle le cas de certains pays africains, comme le Niger, voilà le dernier exemple, avec les mêmes Turcs, l'aéroport de Niamey a été réaménagé, il a été remodernisé, et aujourd'hui, il est une des vitrines du pays. Le Togo l'a fait il y a quelques années aussi, avec une petite aérogare, mais bien faite, fonctionnelle et tout, qui est un miroir du pays. Et redistribuer le reste de l'argent sur le les autres Tchad facteurs de développement. va aller avec 650 milliards qui étaient prévus il y a quelques années, aujourd'hui, peut-être à 1000 milliards pour un nouvel aéroport vers Djermaya. On n'en a pas besoin. Il faut tout simplement refaire, reconstruire un peu ce qui existe, remoderniser, et puis c'est tout. Voilà l'exemple, ce que je veux dire, lorsque le président Déby seul gère ça comme un patrimoine personnel. C'est ça un des problèmes que nous connaissons. Il faut faire un tampon et répartir sur maintenant un volet beaucoup plus sérieux. Cela n'augure pas que ce qu'on a dit jusqu'à là n'est pas sérieux, mais le Tchad aujourd'hui a des problèmes partout. Des problèmes à l'Est, où des communautés s'affrontent entre elles avec des armes de guerre. Ajouté au dernier problème d'actualité d'ailleurs, assez saignante, sur le sultanat du Wadaï. Vous, en tant que aujourd'hui un des leaders, en vue de l'opposition, votre point de vue là-dessus. Toute cette instabilité ajoutée à cela. Je veux dire, on parle de l'instabilité en général, on nous parle de Boko Haram, le problème de Miski, etc., avec les Toubous qui n'est pas réglé encore. À l'Est, constamment des communautés s'affrontent, Wadaïens arabes, Zarawa Goran, arabes, etc. Ça, c'est un fait. Et ensuite, ce problème du sultanat du Wadaï. Mais le Tchad est une cohabitation de bombes. Il n'y a que des bombes dans ce pays. Nous venons d'en explorer quelques-unes. Vous amenez une autre piste, qui est la bombe des affrontements intercommunautaires, qu'on appelle comme cela pudiquement, mais en fait qui sont des affaires tribales, exacerbées par le pouvoir actuel. Lorsque, au sud du pays, on parle de problèmes agriculteurs-éleveurs, on oublie que c'est un problème qui aussi est récurrent dans certaines régions du Nord où il y a de l'agriculture. Et quand on sait que les éleveurs sont les pontes du pouvoir, hein, qui ont acquis des troupeaux énormes en chameaux, en bœufs, en moutons, et qu'ils ont armé leurs bergers, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, voilà l'un des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Et qui s'amplifie chaque année, et pour lequel Déby n'a pas de solution. Mais tout cela, tout ce qu'on est en train de dire là, relève de la gouvernance, de la mauvaise gouvernance générale du pays. J'ai expliqué tout à l'heure le problème de la chefferie traditionnelle des chefs de canton. Avant d'aborder ce sujet, cet aspect d'insécurité, c'est pas ça le fonds de commerce qui fait qu'Idriss Déby aujourd'hui, face aux Occidentaux, essaie de pérenniser son pouvoir.
Bien sûr. Tant qu'il y a de l'insécurité. Je n'ai pas voulu en parler parce que ça, c'est déjà une explication récurrente que tout le monde connaît, le fonds de commerce du terrorisme, la lutte contre le terrorisme. Tout à l'heure, j'ai failli dire, mais il est tellement champion de la lutte contre le terrorisme qu'il n'a pas su garder son propre pouvoir. Il a fallu appeler les Français pour le sauver en février. Mais cela étant, je crois que c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'était pour cela que je n'ai pas voulu revenir dessus ni insister là-dessus. Vous avez l'aspect Boko Haram, là, qui est ce qui lui a échappé totalement et qui aujourd'hui représente un réel danger. Vous avez ce problème de conflit intercommunautaire, soit par rapport au conflit agriculteur-éleveur, soit maintenant des conflits exacerbés entre Arabes, Zaghawa, ainsi de suite, qui aussi vont prendre de l'ampleur de plus en plus. Vous avez ce problème de chefferie traditionnelle. N'oubliez pas que Déby a, malgré son titre de président, toujours rêvé d'être chef. Il s'est intronisé, auto-intronisé sultan il y a quelques années. Et puis, curieusement, depuis la mort de son frère qu'il avait détrôné, il vient maintenant de mettre dans son village un nouveau sultan. Donc, c'est quelque chose qui est le fils du défunt. Ouais. C'est quelque chose qui suit de très près. Il est sensible à cela, je ne sais pas pourquoi. Et c'est donc lui qui provoque un peu tous ces conflits. Parce qu'en nommant un tel chef de canton, c'est son choix. Son choix d'homme, sans parfois respecter la tradition ni les règles de dévolution du pouvoir. C'est ce qui se passe aujourd'hui de façon plus visible parce que c'est un empire. C'est l'empire du Wadaï aujourd'hui qui est en cause. On va nommer quelqu'un d'autre. Moi, je n'en connais pas très bien l'histoire, mais je sais tout simplement que c'est quelqu'un qui apparemment n'est pas légitime, qu'on est en train de vouloir imposer par la force. Dès lors que vous voulez imposer quelqu'un par la force, c'est qu'il n'est pas légitime. Parce que si le sultan du Wadaï était de la lignée et accepté par les traditions, ce serait plutôt la fête à Béché. Or, ce n'est pas la fête, c'est des manifestations, c'est la résistance. Comment est-ce que ce chef-là qu'on est en train de parachuter pourra-t-il exercer sa chefferie? En N'Djamena, le pouvoir a essayé de coopter pour ce nouveau élu un nombre de notables issus du Wadaï, parmi lesquels l'imminent révolutionnaire aujourd'hui, je ne sais pas s'il est député ou pas, Ouchar Tourguidi, entre autres, qui ont plébiscité le nouveau élu. On a fait venir des chefs de village du Wadaï, dit-on 12, selon mes informations, et sur les 12, les 8 ont fait allégeance. Vous pensez que c'est sérieux? Mais je ne connais pas, je ne sais pas dans quelles conditions tout cela se déroule, mais tout ce que je voudrais vous dire, c'est que sur 12, trouver 8 ou 10, ce n'est pas un problème pour un pouvoir. Soit par la menace, soit par l'achat de conscience, c'est facile de trouver des chefs qui vont prêter allégeance à un nouveau. Mais là n'est pas le problème de fond, c'est pourquoi imposer quelqu'un qui n'est pas de la lignée. Pourquoi ne pas laisser les mécanismes traditionnels d'un empire vieux de plusieurs siècles jouer son jeu pour installer un nouveau sultan? Très bien. Pourquoi est-ce que le pouvoir politique intervient de façon aussi bruyante et brutale dans un conflit comme celui-là? D'autant aussi clair que cela, les élections législatives. On en parle. 2017, on en parle. 2018, on en parle. 2019, on en parle encore. C'est pour quand? Déby a la réponse à cela. C'est pour décembre 2019. Vous lui rappellerez qu'il avait déjà dit ça l'année dernière. C'est pour novembre 2018. Puis février 2019. Puis mai 2019. Et maintenant décembre 2019. Et à chaque fois, depuis l'année dernière, c'est moi qui interviens pour dire non, c'est pas vrai. Les élections n'auront pas lieu. Et c'est moi qui ai eu raison chaque fois. Cette fois-ci encore, décembre 2019, je dis faux. Il n'y aura pas d'élection. Mais je me rectifie immédiatement en me disant, attention, il est capable d'organiser des élections n'importe comment, faire n'importe quoi, pour montrer que c'est des élections alors qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui d'organiser des élections. La première raison, c'est qu'on n'a pas d'argent.
On n'en a pas les moyens financiers. Non, mais tout à l'heure, vous venez de me dire qu'avec l'entrée de l'argent du pétrole, vous avez évoqué ce cas, que le Tchad a de l'argent. Oui, mais puisque lui-même ne veut pas utiliser cet argent pour les élections, il préfère l'utiliser à d'autres fins. Et il dit très clairement qu'il n'a pas les moyens d'organiser les élections. On a inscrit 35 milliards, je crois, dans le budget 2019. Je ne sais pas où est passé cet argent. En réalité, c'est de la fiction. C'était juste un chiffre qu'on a écrit, c'est tout. En dehors de 2 milliards, je crois, qui sont sortis des fonds communs d'ailleurs, et non pas de ce budget. Ça et là, pourtant, dans le même ordre d'idée, ça et là, ses camarades d'ici le tensent à aller vers les élections législatives. Ses camarades français. Ah oui, ok, oui. Le tensent d'aller vers les élections législatives le plus rapidement possible. Et si on capte un peu les annonces de presse de par ci et là, c'est pour bientôt. Vous dites, c'est pas possible. Nous sommes en août. Nous sommes en août, et pour aller aux élections en décembre, il faut reprendre la révision électorale, la liste électorale, qui n'est pas une opération de 10 jours. Il faut d'abord et surtout mettre en place les moyens nécessaires. On est à 4 mois. On est à 4 mois. Il faut les moyens financiers pour pouvoir acquérir tout le matériel qui manque, parce qu'entre deux élections, il y a un matériel qui est devenu obsolète, un autre qu'il faut renouveler, un autre qu'il faut racheter, une augmentation du parc. Il faut des moyens pour aller à la révision électorale, qui est une opération de recensement, qui ne dit pas son nom. Il faut que la CENI puisse se déployer, qu'elle en ait les moyens. Je pense que ça ne se fait pas en 2 mois. Parce que pour aller aux élections, la loi dit aussi, il faut respecter la loi, qu'il faut l'annoncer 2 mois à l'avance au moins. Je vous rappelle que tout à l'heure, on écoutait sur RFI que la CENI du Niger a annoncé les élections présidentielles du Niger pour le mois de novembre de l'année prochaine. Donc, 14-15 mois avant, ils annoncent les élections. Parce qu'ils en ont les moyens. Mais il faut que la CENI du Tchad aussi en ait les moyens. Mais au Tchad, on joue à cache-cache avec les élections. On veut dire, on ne montre pas, ainsi de suite, pour prendre les gens de court. On dit ce qui ne se fera pas. Il n'y aura pas d'élection en amont, en décembre, parce qu'on n'en a pas les moyens. Sauf si on veut cafouiller. Si on veut cafouiller, imposer cela à l'opinion internationale, ça, on est capable de le faire. Mais si on veut aller à des élections dans les normes, accompagnées par les puissances, par les partenaires du Tchad, les élections n'auront pas lieu avant le mois de mars-avril de l'année prochaine. Et donc dire aussi que l'Assemblée tchadienne actuelle est illégale. Elle n'est pas illégale, elle est illégitime. Illégitime. Je l'ai toujours dit. Certains collègues du MPS me disent, mais qu'est-ce que tu fais puisque c'est illégitime? Je dis, mais je suis là, j'ai été élu. La fin de mon mandat interviendra avec la fin de la législature, avec la mise en place d'une nouvelle assemblée. Mais l'assemblée actuelle, elle est illégitime. Au Tchad, tout est illégitime. Déby lui-même est illégitime. La CENI actuelle est illégitime. Le CNDP est illégitime. Nous vivons dans l'illégitimité la plus totale. Avec certains côtés qui parfois sont dans l'illégalité. C'est malheureusement ça l'histoire de notre pays. Monsieur Kebzabo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais vraiment vous remercier personnellement pour tout ce travail que vous faites, pour l'information du peuple tchadien. Et je voudrais m'adresser à vos téléspectateurs pour leur dire que nous sommes ici dans votre salon. En entrant tout à l'heure, j'ai dit que le salon devient de plus en plus un studio. C'est dire donc que c'est vous qui faites des efforts sur vous-même. Vous ne ménagez pas vos efforts et vos moyens pour faire ce que vous êtes en train de faire. Je pense que l'histoire doit retenir que c'est une contribution importante que vous faites là, que vous vous déployez par votre propre moyen. Si nous autres, on avait vraiment les capacités de vous aider, on le ferait. Parce que c'est la lutte pour la démocratie. Et nous avons plusieurs fronts à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous êtes sur le front extérieur. Et vraiment, je vous félicite, je vous encourage de continuer. Je vous encourage de vous sacrifier pour votre pays. Voilà un exemple concret d'un Tchadien qui se sacrifie pour son pays. Merci beaucoup. Et bon courage. À bientôt.